Bonjour Dominique, comment ça va ce matin? Bonjour Muriel, ça va très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle matinale. On accueille Dominique Thomada, qui est le DG de Thermor France. Il se présentera un petit peu plus tard pour parler d'un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans la matinale, qui est quel leadership, quelle organisation pour rendre la satisfaction client inévitable. Et derrière ça, Dominique nous racontera comment est-ce il est passé d'une organisation concentrée sur les commerciaux qui vendent à une organisation où tout le monde est au service du client et tout le monde est au service de la satisfaction client et tout le monde est potentiellement vendeur. Donc voilà, il nous expliquera comment est-ce qu'on crée ce change, en fait, ce shift d'organisation pour que tout le monde puisse devenir vendeur et tout le monde est au service de la satisfaction client. Donc, avant de commencer cette matinale, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais d'abord remercier nos partenaires, qui sont des partenaires qui nous suivent depuis le début des matinales. On en est au 45e invité, Dominique, aujourd'hui. Donc, vous êtes celui-ci. Et donc, je remercie l'entreprise FilPlus, l'entreprise qui est l'organisation, l'association des DAF, en fait, directeurs administratifs et financiers, l'organisation Femmes Ingénieurs qui nous suit depuis très longtemps, Lyon Décideur et puis la BPORA. Donc, merci à eux d'être aussi fidèles, de faire en sorte de faire rayonner ces matinales au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai l'habitude de dire que nous sommes des ostéopathes des organisations, donc HMR Consulting. Alors, pourquoi ostéopathes des organisations? Parce qu'on considère qu'une organisation, c'est comme un être humain. Donc, si on considère que c'est un corps humain, la vision, c'est la tête, en fait, et cette vision, c'est la boussole qui permet de savoir où est-ce qu'on va et donner du sens à la trajectoire. Le cœur, c'est les valeurs. Bien sûr, la circulation des informations, c'est le sang qui circule et c'est important parce que ça donne les feedbacks, les signaux faibles et ça permet de pouvoir mener les actions correctives. Et puis, il y a bien sûr les équipes qui représentent les bras et les jambes et qui constituent ce qui permet de rendre la stratégie efficace, c'est-à-dire de pouvoir soit courir, soit marcher, soit faire en sorte qu'on puisse faire des marathons ou faire des sprints. Et puis, il y a une colonne vertébrale qui est constituée de 4 points, en fait. Ces 4 points sont la stratégie, parce que justement, comme on passe de la vision à la stratégie doit être alignée avec la vision. L'organisation, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. La structure, ce qu'on appelle la structure, c'est les processus, les systèmes de pilotage, les rituels managériaux. Et puis la culture. La culture, c'est ce terreau qui permet justement de faire en sorte que tout le reste se passe bien. Et c'est souvent là qu'on peut avoir un blocage, parce que c'est un peu comme dans la colonne vertébrale, la L4, L5, vous savez, quand vous êtes bloqué à ce niveau-là, c'est là où vous ne pouvez pas marcher. Donc voilà, notre métier, c'est de pouvoir... Et lorsque tout ça fonctionne bien, la stratégie se met bien, s'exécute bien. Lorsqu'il y a un blocage dans une partie de cette colonne, c'est difficile de mettre en œuvre la stratégie. Donc, notre métier chez HMR Consulting, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse identifier ces points de blocage et bien sûr les débloquer sur l'ensemble de ces points et faire en sorte qu'on retrouve de l'agilité sur la colonne vertébrale et que justement la stratégie puisse s'exécuter dans les bonnes conditions. Et pour ça, il y a 3 pôles d'excellence. Donc, j'ai un pôle conseil avec des consultants qui sont capables de voir où ça coince. Un pôle formation pour travailler sur les compétences des collaborateurs et de l'ensemble des collaborateurs pour faire évoluer les pratiques. Et puis un pôle coaching, justement, où on va travailler sur l'accompagnement du changement avec des méthodes comme la méthode ADKAR de ProSci, avec des neurosciences, avec des diagnostics. On est en capacité aujourd'hui d'objectiver la culture actuelle et la culture souhaitée, qui nous permet justement de faire les évolutions culturelles qui sont désirées et qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie. Donc, voilà notre métier, voilà ce qui nous anime au quotidien, voilà ce qui fait qu'on accompagne les entreprises pour que la stratégie puisse bien se mettre en œuvre dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait pas ce point de blocage de la colonne vertébrale. Et puis, la fabrique des leaders éclairés, c'est l'espace dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et dans cette fabrique des leaders éclairés, il y a 3 espaces. Un espace d'inspiration, ce sont les matinales où chaque mois, j'interviewe un dirigeant qui vient expliquer, qui vient donner ses bonnes pratiques sur comment il a transformer son leadership et celui de son entreprise.
On a le deuxième espace, c'est un espace de transformation où on travaille sur des parcours de leadership justement en outillant les top managers et les managers sur comment est-ce que les 7 étapes pour exécuter avec les outils pour le faire une stratégie et puis les comportements qui sont associés. Et puis, un troisième espace qui est un espace qui s'appelle le cercle des leaders éclairés et qui est un espace d'échange de pratiques entre pairs. Et chaque mois, les dirigeants se rencontrent, en fait, il y a une dizaine, vraiment c'est des petits groupes soumis à confidentialité. Le principe, c'est soit effectivement partager les bonnes pratiques, donc dans un format qui s'appelle CODEV, c'est-à-dire que les dirigeants arrivent avec leur caillou dans la chaussure, on choisit de s'emparer d'une problématique et puis en 2 heures de temps, on arrive à apporter des solutions à la personne qui a mis son caillou dans la chaussure. C'est très intéressant parce que c'est un format très apprenant et puis pour tout le monde, on ressort enrichi par les pratiques des uns et des autres et puis on sort de sa solitude de dirigeant. Donc voilà, les prochains cercles, c'est le 29 mai, de 12h à 14h, ça se passe en Teams, comme ça on peut se parler des 4 coins de la France et de la planète. Et puis le prochain, c'est aussi le cercle des RH, qui est sur le même principe, mais entre des RH, qui aura lieu le 5 juin de 12h à 14h. Un atelier d'experts, et je le mets en avant parce qu'effectivement, sur l'ensemble de ces rencontres, il y a des rencontres en format CODEV et puis il y a des ateliers d'experts. Et le prochain, c'est le 4 juin, avec Rémi Bourgeot, qui est un expert en géopolitique et en économie, et qui nous parlera du lien entre la géopolitique et l'économie de vos entreprises. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Quels sont les impacts qu'il y a aujourd'hui, que vous vivez tous au quotidien? Mais quels sont-ils et comment on peut les anticiper et prévoir le prochain, peut-être ce qui risque de se passer, en tout cas en avoir les signaux faibles. Voilà pour ce qui est de l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés. J'ai oublié de vous dire que le prochain invité, ce sera Yann Lecointre, qui est DG du groupe Innoval, et ce sera le 29 mai de 8h30 à 9h30. Donc, j'en ai fini pour l'actualité de la Fabrique. Maintenant, Dominique, c'est vous qui allez nous partager à la fois qui vous êtes, quelle est votre entreprise, pour qu'on puisse connaître à la fois votre contexte et puis la structure de votre organisation. Et puis, on démarrera, comme on le fait toujours, par 3 questions. Et comme toujours, je vous invite vraiment à pouvoir, puisque c'est interactif, et ça, j'y tiens beaucoup, à pouvoir, à travers du chat, poser vos questions. Je les récupérerai au passage et je les diffuserai et je les donnerai à Dominique pour qu'il puisse y répondre. Donc, je saisis là-bas le bon pour que Dominique puisse interagir avec vous, puisque le principe, c'est ça. C'est sûrement pas une conférence descendante, c'est vraiment une interaction et je le souhaite comme ça, dans ce format-là. Donc, je vous invite à le faire, n'hésitez pas. Maintenant, Dominique, qui êtes-vous et c'est quoi Terre-Mort? Bonjour à tous et merci Muriel de me donner l'opportunité de présenter les chantiers qu'on a menés avec mon équipe sur Terre-Mort. Je suis plus souvent derrière la caméra à écouter les best practices que de présenter, mais voilà. Donc, je me présente, Dominique Tomadas, j'aurai 63 ans dans quelques jours, de formation ingénieur. J'ai eu la chance de mener ma carrière dans différents secteurs d'activité industrielle, passionnants, avec à mon actif, et ça m'a fait drôle de comptabiliser, 39 années d'expérience pluridisciplinaire. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, 20 ans dans l'industrie, où j'ai occupé des postes de production, directeur d'usine, dans des milieux très différents, Mobile Oil dans les cols, paraffine adhésif, la chimie textile dans le fil viscose, la filtration de l'air et, je dirais, en composante, passionné par le lean management, chercher à maximiser la performance des lignes de production et tendre vers l'excellence opérationnelle. Avant de rejoindre donc en 2000 le groupe Atlantique pour écrire une belle page d'histoire depuis 26 ans, où j'ai occupé successivement des postes de direction industrielle. Et puis, depuis 20 ans, donc, j'ai basculé côté commerce pour prendre la direction générale de Terre-Mort France en 2021. Pour bien comprendre l'exposé qui va suivre, je voudrais dire 2 mots sur le groupe Atlantique. Le groupe Atlantique est l'un des leaders européens, en tout cas leader en France,
du génie climatique, donc dans la conception et la commercialisation de solutions de confort pour l'habitat, le tertiaire et le petit tertiaire. Bon, chiffre d'affaires de 3 milliards avec à peu près 45% réalisés à l'international. Alors, le confort de l'habitat, ce sont des solutions de chauffage de l'air avec le traditionnel radiateur électrique, la pompe à chaleur RR ou la pompe à chaleur RO pour les logements à boucle eau chaude. On est sous le feu de l'actualité puisque ce sont des solutions qui permettent de faire de très grosses économies d'énergie. On a des solutions de rafraîchissement, donc dit climatisation, de traitement de l'air avec la ventilation, et enfin le chauffage de l'eau avec le traditionnel chauffe-eau électrique et le chauffe-eau thermodynamique, donc le chauffe-eau équipé d'une pompe à chaleur. Alors, pour bien comprendre l'exposé que je vais faire, c'est que nous avons au sein du groupe Atlantique 2 marques professionnelles, dont la marque Thermor, qui œuvre dans le B2B2C. Donc, notre schéma de vente, nous commercialisons les produits auprès de distributeurs, qui eux-mêmes les revendent à des installateurs, qui eux-mêmes viennent les prescrire et les vendre auprès du particulier. Et nous avons en France une 3e marque, dite grand public, qui a été dédiée donc uniquement pour les grandes surfaces de bricolage. Voilà pour ce qui est de l'entreprise. Peut-être 2 mots me concernant. Si je devais me définir, je dirais que je suis un passionné de la vie, épicurien, pratique de nombreux sports et passionné dans mes expériences professionnelles, avec une forte composante de curiosité, capacité à me nourrir de tout ce qui se fait de mieux en externe, dans d'autres secteurs d'activité, et puis la recherche permanente de l'efficacité collective pour tendre vers l'excellence opérationnelle. Voilà, donc passionné par l'optimisation, la maximisation des processus. Et bien évidemment, je suis un obsédé de la satisfaction client. Ah, belle entrée en matière, Dominique. L'excellence et la satisfaction client. Alors, derrière satisfaction client, justement, c'est ce que vous me disiez, donc on va parler de leadership. Quel leadership et quelles décisions est-ce que, pour faire de la satisfaction client, ce que vous avez fait, le changement que vous avez fait, c'est-à-dire un élément qui est non négociable et qui est partagé par tous aujourd'hui. Comment vous avez fait ce shift, en fait, dans votre entreprise ? C'est quoi les décisions qu'il faut prendre et c'est quoi le leadership qu'il faut incarner pour pouvoir se dire que ce n'est pas seulement les commerciaux qui tirent les ventes, mais que c'est tout le monde qui va se mettre au service des ventes et c'est tout le monde qui va faire des ventes chez vous. Oui, alors, je rappelle, on est 2 marques en compétition sur le marché français qui pèsent, suivant l'activité, entre 35 et 80% de part de marché. Et donc, la différenciation s'est imposée par les services d'un côté et la relation client, la satisfaction client de l'autre. Alors, je dirais qu'il y a un prérequis, c'est d'incarner au plus haut niveau de l'organisation sa croyance dans l'effet levier de la satisfaction client pour le développement du business. Parce que si ça ne part pas de tout en haut avec cette croyance forte, c'est compliqué d'aligner et de mettre tout le monde en mouvement. La deuxième chose, c'est de partager cette culture de l'obsession client en s'inspirant d'exemples vécus personnellement et qui suscitent l'effet waouh. Je crois qu'on a tous dans notre vie personnelle des vécus où on fait waouh, ils sont vraiment très forts. Eh bien, à l'origine, j'attaquais nos événements, conventions, séminaires, en démarrant ces séances avec des vécus d'expériences qui ont suscité chez moi l'effet waouh. Et donc, chez Thermor, l'effet waouh est devenu, dans le langage au quotidien, on est à rechercher l'effet waouh. Alors, il faut faire prendre conscience que la satisfaction client est l'affaire de tous,
Et là, bon, je ne vais rien dévoiler de particulier, mais je veux juste rappeler quand même que la satisfaction client, c'est toute une chaîne d'acteurs en interne qui sont en interaction avec les clients. Et bien évidemment, la force, la résistance de cette chaîne, ça va être le maillon le plus faible. Et c'est bien connu, on peut faire tous les efforts que l'on veut. Si un seul maillon de cette chaîne vient à fauter, eh bien, ou réaliser une piètre prestation, eh bien, tout s'écroule et tous les efforts collectifs sont inhibés. Donc, ça, c'est extrêmement important. On a également traduit en interne tout le bénéfice de jouer la carte du service client parce que ça a modifié les missions, ça a permis aux gens de s'émanciper, de plus s'épanouir sur un plan personnel. Voilà, avec derrière comme donnée fondamentale le fait de libérer du temps pour s'accorder plus de temps vis-à-vis de la relation client. Et je trouve qu'avec l'arrivée de l'IA, c'est une formidable opportunité de simplifier nos process, de venir délester un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée pour libérer de la bande passante et se concentrer sur les clients. Alors, si je comprends bien, Dominique, ce que vous me dites, je reprends pour… Oui. Dans les facteurs clés, alors d'abord, l'effet waouh. On en entend parler. C'est quoi une expérience d'un effet waouh pour vous, en fait, dans votre activité? Ça a été quoi, si je reprends ça, par exemple? Quand vous dites que vous présentez ça, l'effet waouh, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que c'est le référentiel de créer un effet waouh. Mais c'est quoi l'effet waouh chez un client, par exemple? L'effet waouh, c'est quand la réponse apportée est au-delà des attentes. On interroge, on questionne ou on sollicite pour un problème, un irritant ou une question. Et l'interlocuteur en face répond bien évidemment avec pertinence à la question, mais surtout va développer un certain nombre de choses autour de cette première question, ce que j'appellerais l'effet rebond. Et l'interlocuteur va dire « waouh ». Voilà, c'est cette capacité à surprendre et à susciter le côté « waouh ». Et on a instauré un peu dans notre organisation des brainstorming, des ateliers où, en mettant à plat les parcours clients, eh bien, on a cherché, notamment là où on avait identifié des irritants, eh bien, de corriger ces irritants par la mise en place de choses qui, on l'espère, mais on l'a vérifié, suscitent l'effet waouh. Voilà ce que j'appelle un petit peu cet effet waouh qui est assez magique. D'accord, donc ça a été, c'est pas à l'initiative de chacun, c'est effectivement un travail collectif, ça l'est dans la mise en forme, hein, mais comme vous parlez d'atelier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche qui est instaurée au sein de l'entreprise pour se dire, OK, comment est-ce qu'on gère tel irritant chez les clients, comment est-ce qu'on va générer cet effet waouh, c'est-à-dire que vraiment vous vous êtes posé la question, mais vous l'avez fait collectivement, c'est pas juste, alors comment on va faire pour créer l'effet waouh, vous avez créé toute une démarche pour ça en fait, Dominique. Si oui, on a créé une démarche. Alors, ça part d'un projet d'entreprise, prise sur 5 ans, d'ailleurs qu'on a appelé Convergence 2030, qui permet effectivement de donner une feuille de route claire pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et on est venu donc donner l'impulsion que nous sommes tous acteurs de la relation client. On a 80 commerciaux et en fait, on est passé de 80 commerciaux à 160 commerciaux potentiels, puisque toutes ces fonctions dites support à la vente, que sont le marketing, le service client, le service SAV, eh bien, sont devenus acteurs de la relation commerciale et potentiellement, ce n'est plus 80 personnes, mais 160 personnes qui œuvrent au quotidien à promouvoir le commerce et à contribuer au développement du chiffre d'affaires. Alors, soit par l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on nous appelle en appel entrant et on rebondit sur cet appel entrant pour venir placer une offre de découverte sur un nouveau produit ou une offre promotionnelle,
Ou alors, de façon plus offensive, on vient de traiter un irritant fort, et notamment au SAV, on sait tous que les gens du SAV ont pour vocation de transformer un pépin en pépite. Eh bien, c'est une fois avoir satisfait le client, eh bien, c'est d'être capable, 1, 2, 3 jours après, de le rappeler en se rappelant, en se référant à ce premier appel et de venir effectivement avoir une démarche proactive sur le plan commerce pour la vente de services, pour la vente d'un coaching, pour la vente d'une innovation produit au portefeuille de notre offre. Alors, il y a déjà des facteurs clés de succès que vous nous avez dit, que j'ai bien enregistrés. C'est par exemple, la première chose, c'est pour créer un terreau favorable à cette satisfaction client, c'est libérer du temps, vous avez dit, à la satisfaction client. Comment vous avez fait concrètement pour libérer du temps, en fait, et plus globalement, comment vous avez fait ce shift, en fait, Dominique? Vous pouvez nous raconter les étapes, en fait, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais comment vous avez réussi à faire les bascules comme ça? Alors, je vais donner quelques images. Je vous ai parlé du service client. Il y a encore quelques années, c'était un service qui s'appelait administration des ventes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce mot administration des ventes, qui est de traduire une commande client dans un système d'information pour l'honorer et la livrer. Bon, déjà, voilà, changement de nom, changement de culture, et on envoie un signe très fort à ce que tous ces opérateurs, opératrices qui sont au contact des clients au quotidien, eh bien, on va leur demander de faire différemment. Donc, ça passe par, bien évidemment, des commandes par EDI. Maintenant, tous les clients ne sont pas en EDI. On est à peu près à 65% de commandes en EDI. Et c'est tout un tas de commandes sur lesquelles on a mis en place, alors de l'IA, c'est plus des outils qui traduisent le mail en injectant directement la traduction de ce mail en commande dans le système. Donc ça, c'est du gain de temps. Autre chose, on était harcelé par les clients sur des demandes de délai, notamment quand ça se tend. Les clients nous appellent, est-ce que le produit est disponible pour cette quantité? Ou bien même, où en est-on? Où en est ma livraison? Eh bien, nous avons retourné le sujet et nous avons mis à disposition sur des pages web la possibilité pour nos clients de simuler la disponibilité produit pour une quantité donnée. Et surtout, lors de l'envoi de l'accusé-réception d'une commande, on met un petit lien de tracking où le client va pouvoir suivre, un peu comme pour Amazon, où en est sa commande en préparation, en cours d'acheminement, et de savoir exactement le jour, voire l'heure à laquelle il va être livré. Tout ça occasionnait une charge d'appel assez importante qu'on a su libérer pour dégager de la bande passante, non pas pour faire des gains de productivité, on aurait pu le faire, mais au contraire pour se consacrer à nos clients et répondre à leurs attentes tout en ayant cette posture proactive commerce. Donc, je comprends. Donc, effectivement, là, ça passe par libérer du temps. Alors, après, l'informatique étant un outil, mais en fait, ça veut dire libérer de la charge, en fait, c'est ce que vous dites, hein, par l'amélioration des processus, en fait, des flows. Le client, lui, a accès directement, il n'a pas besoin d'appeler ni quoi que ce soit, ce qui libère l'humain, en fait, de ces éléments-là, et ce qui leur permet d'être beaucoup plus proactif sur qu'est-ce que je vais pouvoir vendre et de suivre l'expérience client, en fait, de manière un peu plus précise, plutôt que d'être dans le run tout le temps, en fait, en train de répondre au téléphone et traiter des où est-ce qu'en est ma commande, etc., qui avait, comme vous le dites, peut-être de valeur ajoutée. C'est ça que vous avez fait comme. Absolument. D'accord. Donc, simplifier les processus pour libérer du temps. Donc, ça a été. Et puis, donc ça a été premier bénéfice. Est-ce qu'il y a d'autres quels sont les autres les autres tips qui sont nécessaires pour mettre en place ça? Donc, on a dit simplifier pour que tout le monde puisse libérer du temps, ça c'est important. Changer les mots, vous avez raison, la sémantique est importante. Quand on dit administrateur, on est vraiment dans la notion de gestion, on n'est pas dans une notion de client. Il s'appelle comment aujourd'hui, Dominique, vos administrateurs? C'est le service client. On a un service client. Voilà, un service client auquel on s'adresse pour effectivement
passer les commandes. Et le service client, voilà, joue son rôle d'informer, mais surtout, par effet rebond, de venir reprendre la main sur la partie commerciale. Alors, il y a un point qui est assez déterminant, c'est l'alignement de l'ensemble des membres du CODIR ou COMEX, on l'appelle comme on veut, parce que bien évidemment, il y a un vrai sujet de change et de transformation. Inutile de vous cacher que le commercial dont le client quelque part lui appartenait, voit ce client sollicité par d'autres services. Et ça a été un vrai sujet de change, d'accepter qu'au SAV, par rebond sur un incident ou au service client, eh bien, on puisse proposer à son client une offre promotionnelle, un service ou autre chose. Donc ça, il faut qu'au sein de l'équipe de direction, toutes les fonctions soient bien représentées et alignées. Et on parlait de satisfaction client, Muriel. Il y a un point déterminant, je vais donner un exemple très caractérisé. Nous avions un directeur grand compte qui était sous la responsabilité de la direction des ventes. Le directeur des ventes est au CODIR, COMEX. Ce directeur grand compte, étant en dessous du DV, n'était pas présent. Eh bien, on a fait en sorte qu'effectivement la voix du client soit présente en CODIR, et je peux vous assurer que ça a complètement changé la nature de nos échanges. Nous parlons client à chaque CODIR, et c'est le premier élément que l'on adresse, c'est la tête de chapitre de l'ordre du jour. Et donc, cette direction grand compte, qui m'est rattachée maintenant, vient nous parler de l'actualité client, des problèmes de concurrence. Enfin voilà, on parle client dans nos CODIR, et je dois avouer qu'on n'en parlait pas suffisamment, en tout cas on en parlait mal auparavant. Quand vous avez dû faire ce change et ce shift, quelles ont été les résistances que vous avez pu avoir et comment vous avez travaillé sur l'adoption en fait pour que ces gens qui géraient le flow en fait des commandes ou les ADV pour qu'elles puissent passer dans je vais faire autre chose. C'est quand même un changement de pratique. Tout le monde n'était pas confortable avec ça. Comment vous y êtes pris en fait? À quel moment vous avez réussi? Comment vous avez réussi à faire l'adoption de ça? Vous avez raison, c'est pas simple pour tout le monde, c'est du change, de la transformation. On s'est bien évidemment appuyé par un partenaire extérieur, puisque ça a été de former les gens, de les accompagner dans cette étape de change. Ça a été de former les managers au coaching, c'est-à-dire qu'on pratique la double écoute. On pratique, je pense, au service SAV, SATC, donc service technique d'assistance aux clients, on pratique l'enregistrement des appels, ce qui nous permet de libérer donc l'enregistrement des appels avec un IA connecté qui va permettre aux conseillers d'être augmentés quelque part, d'être plus pertinents. Ça libère le mindset de ne pas écrire en même temps dans le CRM que le client parle de son sujet. Et donc, on a une plus grande capacité d'écoute. L'IA, écoutant la conversation, va dire « voilà la réponse, tu peux lui envoyer ce lien, voilà dans l'arborescence où on en est, quel est le problème ?» Et véritablement, ça libère, on fait de la vraie écoute active. On ne fait pas à la fois de la frappe, pour caractériser le défaut dans le CRM, tout en écoutant le client, dont on sait qu'à un moment, il y a des mots qui vont zapper. Donc tout ça, c'est effectivement, ça ne s'est pas fait en un jour, c'est de l'accompagnement. Ça a été aussi d'organiser des challenges où les gens, en fin d'année, montent sur un podium. On a tous l'habitude, au niveau vendeur, d'avoir des podiums vendeurs. Eh bien, chez Thermor, on a instauré des podiums pour le service client. Et on est en train là de mettre en place des podiums pour le service après-vente
incentiver sur la vente de services, sur un certain nombre d'actions commerciales menées. D'accord, donc ça veut dire que vous avez fait évoluer à la fois les pratiques, mais aussi les modes de rémunération, si je l'entends bien aussi, pour que les gens soient motivés là-dessus. Mode de rémunération, on n'en est pas encore là, mais la question se pose. Pourquoi la part variable ne serait réservée qu'à des commerciaux? Pour le moment, bien évidemment, on amène les choses avec des gratifications qui ne sont pas de la part variable, mais on peut réfléchir dans quelques années, quand le système sera mature, voilà, comment venir inciter, récompenser toutes ces forces vives dans l'entreprise qui contribuent au développement du chiffre d'affaires. Donc, intéressant. Est-ce que aujourd'hui, comment ils vivent ça les gens? Parce qu'en fait, et on va parler des symétries des attentions, Dominique, et ça, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. Vous me disiez, on ne serait pas orienté client et avoir cette satisfaction client si mes collaborateurs n'étaient pas eux-mêmes satisfaits. Hein. Donc, c'est la symétrie d'attention. Donc, en quoi ça parle chez vous, en fait? Et c'est quoi votre conviction par rapport à ça? Et comment vous le faites vivre dans votre entreprise? Alors, bon, voilà, là aussi, je suis convaincu, nous sommes convaincus au sein de l'équipe Codir de la symétrie des attentions. Donc, cette notion où si nos collaborateurs sont bien dans leur poste, vont bien dans leur tête, eh bien, ça va se ressentir au niveau client, dans la relation client. Ça veut dire que, donc, on a déjà beaucoup parlé de ça auprès de nos équipes. J'ai une sensibilité à la qualité de vie au travail, donc on s'est donné les moyens pour que les gens soient dans les meilleures conditions qui soient. Et on vient monitorer cette qualité de vie au travail et je dirais aussi l'engagement, parce que ça traduit aussi l'engagement. On a mis en place une enquête annuelle, qui vient donc questionner les collaborateurs sur comment ils se sentent dans leur poste, l'entraide entre les équipes, l'intérêt, la satisfaction dans le poste occupé. Voilà, on vient questionner et ça nous permet d'avoir un indice d'engagement. Et bien évidemment, derrière, tout un tas d'actions, puisqu'il y a des choses qui nous sont remontées dans les verbatims, qui méritent des plans d'action, de correction, d'amélioration. Et ça vient en complément d'une grande enquête groupe qui est menée tous les 4 ans. Celle-ci, elle est faite sur l'intégralité des collaborateurs du groupe Atlantique, qui nous permet sur 4 ans de voir le taux de satisfaction, la confiance dans le groupe, le fait de croire en l'avenir du groupe. Enfin, il y a tout un tas de questions qui sont entendables. Ça, c'est pour ce qui est de l'interne, monitorer que les gens vont bien. Et puis, en externe, on a mis un dispositif d'écoute client avec un recueil, une analyse des verbatims clients lors de nos échanges téléphoniques ou écrits par SMS ou par mail. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on enregistre les appels côté SATC, SAV. Ça nous permet d'identifier des verbatims qui vont nous dire « Ah, là, la relation est bonne » ou au contraire, « Attention, il y a un client qui est en train de se détourner de la marque ». On fait de la double écoute au service client, donc avec du coaching et des grilles d'analyse qui vont vérifier qu'on est dans l'excellence relationnelle. Et puis, vis-à-vis des vendeurs, puisque les vendeurs aussi se doivent d'être exemplaires, eh bien, on fait des coachings en tournée du haut avec le directeur régional dont le métier, je voudrais le dire, a changé, puisqu'on les fait basculer de manager vendeur à manager coach. Et ce n'est pas aussi simple que ça de demander aux managers de ne plus faire à la place d'eux, mais au contraire, de coacher ces commerciaux en duo auprès des clients pour les corriger dans leur façon d'appréhender la relation client, la phase de découverte, le questionnement, l'objectif, la contrepartie, et j'en passe. Et tout ça
nous permettent donc à chaque interaction, on vient mesurer la satisfaction client à chaud. Alors, on vérifie de ne pas saturer, bien évidemment, les clients. S'ils nous appellent plusieurs fois dans le mois, on veille à ne pas trop les solliciter. Mais on vient avec de l'enquête de satisfaction à chaud, où on mesure le taux de satisfaction, le promoter score, le net promoter score, et des verbatims. Donc, on le fait sur tous les services qui sont en interaction avec les clients. Et puis, une fois dans l'année, on fait une grande enquête à froid sur la satisfaction de nos clients. Et ce que je voudrais dire, pour donner un repère, le retour de ce dispositif d'écoute client, c'est qu'on a des notes de satisfaction qui sont supérieures à 9 sur 10 et on a des NPS qui sont de 68 auprès de nos distributeurs, 70 auprès de nos installateurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder les trois qualités qui nous sont reconnues à travers les verbatims. Eh bien, le top 3 des points forts qu'ils nous reconnaissent, c'est 1, la relation commerciale, la qualité de la relation commerciale. 2, la qualité de notre service après-vente, réactivité, qualité de la réponse, rapidité de la résolution du problème. Et enfin, troisièmement, la qualité des produits. Donc, la qualité des produits n'est plus le sujet puisque tous les acteurs du marché ont des produits de qualité, mais on voit bien que chez Thermor, quand on questionne qu'est-ce qui vous ferait quitter la marque Thermor, eh bien, c'est une dégradation de la relation commerciale et une dégradation du SAV. Eh bien, quand les clients vous disent ça, je peux vous dire que vous êtes extrêmement mobilisés, motivés pour faire en sorte que ça perdure, que ça se renforce, parce que c'est un vrai levier de fidélisation. Et donc, Dominique, est-ce que dans l'histoire, vous avez remarqué, on parlait sur cette symétrie des attentions, est-ce que vous avez remarqué des moments où, justement, il y a eu un impact sur la satisfaction client parce qu'il y avait une dégradation ou parce que les comportements n'étaient pas ajustés et que vous avez dû rectifier le tir, ou est-ce que, ou comment vous maintenez cette satisfaction des collaborateurs, en fait, pour être en symétrie des attentions? En fait, bon, alors, on n'a pas individuellement, bien évidemment, la possibilité, et on ne voudrait pas descendre à l'individu. C'est un travail collectif. D'un côté, c'est cette préoccupation de la qualité de vie au travail. Et ça, c'est une donnée fondamentale. Ce n'est pas en mettant une pression extrême sur les gens qu'on obtient le meilleur d'eux-mêmes. Donc, moi, je suis vraiment un vif partisan d'impliquer, de responsabiliser. Je crois beaucoup à l'efficacité collective. Et donc ça, c'est monitorer que les gens se sentent bien. Et là, on le fait par service, pour le coup. Et puis, dans un second, en parallèle, c'est tout ce dispositif d'écoute client qui nous permet de monitorer au fil de l'eau que la relation est bonne. Et si elle se dégrade, eh bien, on regarde vers quels services, quelles enquêtes sont en train de dériver pour remobiliser les gens et de réfléchir sur ce qu'il convient de faire. Merci Dominique. Je prends la balle au bon avec Guillaume qui nous pose la question en disant est-ce qu'il n'y a pas de crainte d'un effet Big Brother avec l'IA qui écoute et analyse tout? Quelle est la réaction des employés par rapport à ça? Je pense que c'est aussi peut-être une crainte de dirigeante qui se dit jusqu'où je vais dans l'installation de mon IA dans mon entreprise? Alors, c'est très intéressant. La première des choses, c'est que pour enregistrer des appels, il faut savoir qu'il faut déjà s'adresser au CSE pour les informer du sujet. Et la démarche que nous avons entreprise, notamment côté SAV et SATC, c'est de laisser la liberté à chaque collaborateur, collaboratrice, d'appuyer sur le bouton enregistrement ou pas. Déjà, il y a une forme de liberté. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que les gens s'y sont mis pour certains, d'autres réfractaires, et plus on avance, et plus les gens mesurent la pertinence de l'enregistrement.
tout simplement parce que vous découvrez une autre façon d'écoute. On sait tous que prendre des notes pendant que le client vous parle, c'est compliqué. L'IA est vraiment au service d'un collaborateur avec une expertise augmentée, puisque l'IA va comprendre et va cheminer dans les nomenclatures pour dire on en est là, pose cette question-là, parce qu'il est fort probable qu'on soit dans ce chemin de criticité. Donc, c'est un vrai confort pour les collaborateurs. Et encore une fois, ce n'est pas brutal, c'est au fil de l'eau, au gré de la sensibilité des gens, en leur laissant la liberté d'enregistrer ou de ne pas enregistrer. Mais comme on met l'accent sur les comptes rendus d'intervention dans le CRM, eh bien l'IA a l'avantage de venir synthétiser l'appel avec une simple relecture et un clic de souris. Le commentaire se met directement dans le compte rendu d'intervention et c'est quand même un grand confort pour les collaborateurs. Une autre question d'un autre Guillaume. Responsabiliser, monitorer, comment garder la motivation de l'équipe qui voit qu'elle est responsable d'une dégradation de la performance globale? On n'a pas eu encore trop le cas à traiter, mais je crois que il y a plein de choses. Alors, je prends l'exemple, je ne parle pas que satisfaction, mais je prends l'exemple. En termes de capacité à nous joindre, on monitore bien évidemment le taux de décroché. On est au-delà de 94%. On monitore le temps de répondre aux appels, moins de 30 secondes. Eh bien, je vous promets, quand je vais au service client, il y a des grands écrans qui suivent, qui monitorent les appels. Eh bien, il y a cette préoccupation de se dire, il y a un appel en attente, je vais abréger mon appel pour prendre l'autre client, ou je vais proposer de rappeler mon client parce que je sens que je suis dans une discussion qui me demande du temps. Donc, je crois que c'est quelque chose qui doit faire partir du quotidien. Et les enquêtes clients sont animées, la satisfaction client est animée tous les mois. Et je dirais que dès qu'il y a une petite dérive, les gens d'eux-mêmes ont envie de corriger la tendance et de trouver les solutions, d'être force de proposition pour remonter le score. Merci. Une autre question de Caroline. Quelles sont vos marges identifiées d'amélioration et vos nouveaux challenges 2026 et 2027 ? Donc, est-ce que dans cette démarche-là que vous avez instaurée, vous avez dit qu'elle n'était pas mature, mais est-ce que vous avez, c'est quoi la prochaine marche d'amélioration? Parce que vous êtes déjà dans un niveau d'excellence qui est fort. Est-ce qu'on peut encore s'améliorer quand on est à un niveau d'excellence? Alors, comme chacun sait, l'excellence n'est pas atteignable. On veut tendre vers l'excellence. Non, je voudrais avec humilité dire à l'ensemble des auditeurs, on sort, terme mort, de 17 ans d'années records. Chiffre d'affaires, prise de part de marché, année après année, on a fait des records. Il y a un vrai danger dans lequel nous sommes tombés, c'est une forme d'accoutumance, d'habitude à la performance sur des marchés porteurs et avec une concurrence qui a été quand même malmenée. Ça fait 2 ans que notre chiffre d'affaires est en léger recul, en tout cas, on ne fait plus des années records, et lié à un marché qui est beaucoup plus difficile et une concurrence asiatique assez effrénée, très forte. Eh bien, je sors d'un séminaire il y a une dizaine de jours où j'ai remis l'accent sur la qualité du geste au quotidien. L'erreur qu'on a possiblement fait, c'est de trop monitorer les résultats et de délaisser un peu la qualité du geste au quotidien. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai bien évidemment demandé à chaque service, chaque fonction des axes d'amélioration. Je vais prendre celui de la force de vente parce que c'est celui qui est le plus caractérisé. Bien, on s'est aperçu que malgré l'IA, on avait de moins en moins de préparation de visite. On s'est aperçu que nous avions un appauvrissement des comptes rendus de visite. On a caractérisé le nombre de caractères dans les comptes rendus
je peux vous dire que c'était assez consternant. Et sujet aussi majeur, c'est la non-relance des offres commerciales qui peuvent être faites à nos clients. On y consacre une énergie pas possible le soir en rentrant, et puis malheureusement, on ne prend pas le temps de se poser pour relancer. Donc tout ça pour dire que, un, nous ne sommes pas encore matures, deux, nous avons encore sur les fondamentaux des choses à corriger, et c'est une grande leçon. Alors, on est 2 années avec un chiffre d'affaires en recul, ça nous interpelle. La satisfaction client est restée très, très élevée, mais ça nous rappelle que nous ne devons pas lâcher les fondamentaux et soignons et monitorons la qualité du geste, puisque c'est bien la qualité du geste qui apportera des résultats dans la durée. Donc, si j'ai vraiment un conseil profond à donner, c'est attention de ne pas trop monitorer le résultat. Bien sûr, il faut le monitorer, mais mettre l'accent sur la qualité du geste, parce que c'est la qualité du geste qui va nous faire tendre vers l'excellence opérationnelle. Donc, très éclairant. Merci Dominique. Je reprends les mots de Caroline. Comment transmettre en interne cette qualité du geste, justement, pour rebondir? Alors, on a entrepris un gros travail au niveau du groupe qui a été de créer un référentiel de l'excellence. C'est un travail très, très copieux qui a été de rassembler tous les best practices du groupe dans chacune des fonctions, et nous avons rédigé un manuel d'excellence dans chacune des fonctions. Donc, tout ça est maintenant caractérisé. Ça a pris 2 bonnes années. On est maintenant au stade de faire en sorte que ce référentiel soit plus interactif, et on réfléchit justement sur la possibilité avec l'IA de créer du sketching pour les commerciaux dans la voiture avant de se rendre chez un client, pour nos collaborateurs sédentaires, des petites capsules au choix pour se rappeler l'effet rebond, les bonnes pratiques, comment je fais, et donc pour faire vivre ce référentiel, parce que je suis convaincu que si on ne le rend pas interactif, dans 3-5 ans, on a un risque à ce que ça reste au fond d'un tiroir. Mais voilà, ça passe aussi par le fait de rassembler, identifier, caractériser l'ensemble des best practices et de les faire savoir au plus grand nombre. Et là aussi, voilà, c'est du change, parce qu'il y a des gens qui avaient l'habitude de faire d'une certaine façon. Eh bien, on leur demande de corriger, parce qu'on sait qu'en faisant différemment, c'est mieux, ça va aller dans le sens du client et de la satisfaction du client. Parfait, merci Dominique. Je reprends un thème, on parlait de satisfaction client, donc on parle client. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu conquête. Est-ce que chez vous, dans votre métier, vous avez besoin de faire aussi de la conquête client, en fait? Alors, oui, bien évidemment, je ne pense pas qu'il y ait des entités ou des entreprises qui n'aient pas de conquête à faire. On a de la conquête à faire, tout simplement. Nous avons en France à peu près 100 à 110 000 installateurs. On en a 66 000 en portefeuille chez Thermor, qui sont clients de la marque. Et tous les ans, donc c'est des artisans, 1 ou 2 compagnons, c'est des entreprises de 10 ou 15 salariés. Et puis, plus on monte dans la pyramide, plus on a des entreprises structurées. Et il se trouve que, on le voit, et je mesure ça depuis au moins 15 ans, tous les ans, nous avons 15% des entreprises qui disparaissent, soit par cessation d'activité, les gens partent en retraite, soit par dépôt de bilan et l'entreprise est reprise ou pas, mais sous une autre entité. Donc, on se doit d'avoir un poids, une quote-part de conquête dans nos feuilles de route
pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on octroie un temps dans les plans de visite, dans les feuilles de route de visite. On a des clients sur lesquels on va faire du cross-selling. Ils travaillent bien avec moi sur telle activité. Celle-ci ne la fait pas avec moi, je vais l'inciter à la faire avec moi. On a l'aspect de change. Il fait 2 activités sur 3 chez moi. La 3e, il n'en fait pas ni avec les autres, ni avec moi. Je vais l'accompagner avec du coaching, de la formation pour aller chercher cette 3e activité. Et enfin, la conquête, où là, il y a tout un dispositif et des outils appropriés, avec dans le plan de visite, non pas 2 visites par an, mais bien plus, pour que effectivement on puisse venir faire un travail de fond pour basculer ce client sur l'une de nos activités et ensuite cranter sur l'ensemble de notre offre. D'accord, merci Dominique. Donc, conquête, c'est vraiment ça, un esprit de conquête aussi, et ça va avec l'esprit de l'excellence client. En fait, quand on ne fait pas la séparation des deux, hein, vous intégrez bien les deux, on est bien d'accord, ce n'est pas que conquête, cross-selling, on est vraiment sur le client dans sa globalité. Hein, alors, Muriel, il y a une chose qui me vient à l'esprit qui est importante. Jusqu'à pas très longtemps, on avait des objectifs au niveau de l'entreprise qui étaient déclinés et dont chacun des services s'appropriait. Et en fait, chacun œuvrait dans le sens des objectifs généraux, hein, des défis généraux, mais pas nécessairement ultra convergents. Et en tout cas, on mesurait dans chacun des services, sur chacune des fonctions, des KPI sur des indicateurs très éloignés. On a, dans le cadre du plan Convergence 2030, qu'on a signé d'ailleurs, créer de la valeur à chaque interaction, pour bien marteler le fait qu'une interaction est une vraie opportunité de créer de la valeur, eh bien, on a réuni toutes les fonctions sur des KPI communs. Ça veut dire que, et ça c'est assez nouveau, ça veut dire que chaque service est mesuré sur des KPI où ils sont contributeurs au même titre que le marketing, le service après-vente, le service client et le service commercial. Et là aussi, pour moi, ça a été un déclic, c'est quand vous monitorez un indicateur dont tout le monde est contributeur, ça donne envie de converger et d'aligner nos forces et nos énergies vers une seule direction avec une seule mesure de la performance. Et je voulais le souligner parce que ça a été quelque part chez moi un révélateur, ça aide à la transformation et au change. Oui, ça permet d'aligner les pratiques et d'aligner de toute façon tout le monde sur un objectif commun, en fait, ce qui est le Exactement, exactement. D'accord. Ce qui est intéressant, alors je ressens, et vous l'avez dit Dominique, j'ai l'impression que vous avez pris les techniques du Lean de l'entreprise, hein, enfin de la production, pardon, et que vous les appliquez aujourd'hui à la fonction commerciale, en fait, sur votre périmètre, en fait. Est-ce que je me trompe? Parce qu'il y a plein de choses que je retrouve dans ce que vous dites qui sont issues de ce que je connais du Lean, en fait, et de ce qu'on accompagne en ligne de production. Absolument, et d'où le fait que je sois passé de l'industrie au commerce assez facilement en adoptant une démarche adaptée, mais très sincèrement qui va dans le même esprit. Nous avons mis à plat un grand nombre de parcours clients. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on les a tous mis à plat. Et une information que je voudrais donner, parce qu'elle est assez révélatrice, et elle ne vient pas de moi, elle vient de clients, c'est quand dans un parcours client, vous avez, bien évidemment, vous identifiez des irritants et que vous traitez un irritant. Aussi banal que soit cet irritant, s'il est correctement traité, ça équivaut à une innovation produit vis-à-vis de ce client. Et on a pu observer, et là c'est les clients qui nous le disent, sur certains irritants, ils en parlent encore. Ils en parlent encore parce qu'on est venu effectivement répondre à quelque chose qui presque nous paraissait banal, et ouais, bon, ils ne vont pas m'emmerder pour ça. Sauf qu'au quotidien, de façon répétée, pour
l'installateur, l'artisan, l'entreprise, eh bien, c'était épouvantable. Donc, j'incite vraiment tout le monde, un peu comme le lean management, c'est de d'écrire les parcours clients, de regarder chaque point de contact, comment ça se passe, comment on y répond, et d'enquêter, de questionner nos clients sur ces interactions, satisfaisantes, pas satisfaisantes, et quand c'est un irritant, eh bien, de venir travailler collectivement avec des ateliers où on cherche à travailler différemment pour annuler, inhiber cet irritant. Merci pour ce complément, Dominique. Alors maintenant, si je prends un peu plus de hauteur, et c'est vraiment bien parce qu'on est vraiment dans l'opérationnel, et j'espère que ça apporte à chacun des choses intéressantes et des pépites à ramener à la maison. Si on part culture client maintenant, une entreprise qui n'est pas orientée ou customer centric, on va dire ça comme ça, une entreprise qui n'est pas orientée au départ, on va dire ça comme ça, comment est-ce qu'on caractérise votre entreprise qui est vraiment clairement orientée sur la satisfaction client et vraiment sur l'excellence opérationnelle orientée satisfaction client? Qu'est-ce qui caractérise cette entreprise, une entreprise qui ne le serait pas en fait? Ou quelles sont les caractéristiques qu'on peut dire de l'extérieur qui dirait, OK, cette entreprise, elle est vraiment orientée sur la satisfaction client, elle est vraiment orientée sur, elle a vraiment une culture customer-centric par rapport à une culture qui serait plus bureaucratique ou qui serait complètement différente en fait, ou silotée, ou effectivement, comment est-ce que vous caractérisez, ce serait quoi ces caractéristiques? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme caractéristiques pour être customer-centric? Bon, déjà, un dispositif d'écoute client. Je dirais que c'est un préalable. Si on ne monitore pas la satisfaction client à chaud, à froid, on ne peut pas se rendre éligible comme customer centric. La deuxième chose, ce sont dans les parcours clients. On a des litiges transport, on a des interactions à traiter sur des problèmes, c'est la rapidité de réponse à ces problèmes. Je prends l'exemple d'un litige transport. Ça va faire appel à la fonction supply, ça va faire appel donc tout ce qui est plateforme, transporteur. Quand on est customer-centric, on vit beaucoup moins de choses dans la crise, les choses se corrigent beaucoup plus naturellement et beaucoup plus rapidement puisqu'on est tous orientés sur diminuer au maximum le nombre de litiges, mais le zéro n'existe pas. Et quand le litige est présent, faire en sorte qu'il soit traité dans un délai extrêmement court. Et c'est là où je dirais qu'en analysant le taux de litige, les problèmes de qualité sur les produits, notre capacité à corriger un produit, je vous rappelle, on est sur le chauffage de l'air et de l'eau, en plein hiver, il ne faut pas mettre un mois pour corriger et laisser les consommateurs par -5 ou -10 dehors. Donc, c'est en fait la mesure du traitement de tous les dysfonctionnements. Ce temps-là, quand on est customer-centric, eh bien, ce temps-là est extrêmement court parce qu'on déploie beaucoup moins d'énergie à mobiliser tout le monde pour régler le problème que quand on est siloté, où ouais, bah, tu m'emmerdes avec ton problème, moi j'ai d'autres problèmes dans mon service bien plus urgents. Et bien là, c'est effectivement, il y a un client au bout et je pense client avant de penser, je dirais, mon problème ou ma mission dans mon service. Donc c'est vraiment un mindset en fait. C'est une question de mindset. C'est une question de répétition, c'est une question dans toutes les instances, séminaires, conventions, les lives, les webinaires, c'est de remettre le client au centre et on s'appuie beaucoup sur nos résultats de satisfaction et comme on enregistre un certain nombre d'appels, on fait des petites captures d'appels et vous verriez le témoignage de clients qui nous disent « mais vous êtes incroyable chez Thermor pour telle raison ». Je vais donner un exemple. Vous allez me dire, c'est peut-être coutumier dans certains secteurs d'activité, mais on s'est mis à généraliser avec notre CRM
la façon de se présenter. Bonjour Monsieur Dupont, Eric de Termore. Et les clients, dans le monde de l'artisan, sont très surpris et agréablement surpris qu'on les appelle par leur nom. Incroyable, vous me reconnaissez. Eh bien, c'est toutes ces petites touches d'empathie, de relations clients qui font la différence. C'est pareil, de la façon de quitter l'appel avec le client, on a processé ça pour qu'on vienne avec une formule ne jamais raccrocher avant le client. Enfin, c'est tout un tas de petits détails qui font que le client, quand il raccroche, eh bien, on le sent effectivement satisfait parce qu'il a eu une personne à l'écoute, une personne qui lui a répondu et, dans le monde d'aujourd'hui, une personne qui a été sympa dans la relation qu'il a eue avec la marque. Merci Dominique. Merci, le temps est écoulé. C'est passionnant ce que vous nous racontez parce qu'on est dans le cœur de l'humain en fait. Et ce que vous disiez, moi ce que je retiens, c'est vous avez créé des outils, vous monitorez beaucoup de choses parce que vous écoutez, vous avez créé des outils pour faciliter, j'allais dire, traiter des tâches qui avaient peut-être peu de valeur ajoutée au départ, en tout cas qui peuvent se traiter différemment pour libérer ce temps-là à vos équipes et faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus à l'écoute des clients et qu'elles puissent justement leur répondre avec beaucoup d'empathie. C'est-à-dire vraiment, vous avez redonné à l'humain une place et c'est ce qui fait aussi que la performance, j'imagine. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on peut dire que des fois, les craintes, j'espère qu'elles ne le sont plus, mais l'IA va-t-il remplacer l'humain, etc. Mais dans l'organisation que vous avez mis en œuvre, je pense que c'est un exemple de comment est-ce que vous avez libéré l'humain pour qu'il puisse exercer vraiment sa valeur ajoutée, qui est celle d'être en contact avec les gens, d'avoir cette empathie, cette écoute, etc. En fait. Je trouve que exactement, et Muriel, je dirais, l'empathie ne coûte pas cher. Merci. Alors, je vous propose qu'on reste sur cette belle parole. Merci, Dominique. Merci à vous toutes et à tous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine matinale. Vous pouvez bien sûr la revoir et la diffuser, soit très prochainement, à partir de lundi, je pense, en replay ou en podcast. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci, Dominique, à vous de nous avoir partagé avec toute cette passion qu'on perçoit, tout ce niveau d'exigence, d'être cette passion pour l'humain et cette passion pour le client aussi. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée et un bon week-end.